Salut, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque année, c'est le début de l'été, les gens partent en vacances, etc. On va en profiter pour se faire une petite vidéo FAQ, foire aux questions un petit peu tous les sujets. Je me suis posé au bord de l'Allier, on est tranquille, il n'y a personne. Il y a quand même pas mal de moustiques par contre, ça c'est un peu chiant. Bref, on est parti. Question de Vulcain pour commencer, plusieurs petites questions qui me demandent comment j'ai découvert le monde du drone, lequel j'ai acheté en premier et quel drone aujourd'hui j'utilise le plus souvent. Alors pour tes premières questions, j'en ai fait une vidéo spécifique que je te remets ici et là où je réponds un petit peu à tout ça. Je vais quand même ici te le résumer assez rapidement. Le monde du drone, j'ai découvert ça dans mon milieu professionnel. À la base, je faisais pas mal de montage vidéo à Paris pour des boîtes de post-production et notamment pas mal d'émissions de découverte de paysages, Thalassa, des racines des ailes, etc. Du coup, ça me donnait quand même vachement envie ces images-là. J'avais également découvert une émission qui s'appelle Décollage pour l'Amérique où c'est 100% d'images en hélicoptère, je pense, une image aérienne de manière générale avec une voix off. J'avais pas mal kiffé ces émissions-là et en me renseignant un petit peu, j'avais découvert que les drones aujourd'hui, c'était pas si compliqué. C'était dans les années 2020 par là. Et du coup j'avais sauté le pas et le premier drone que j'avais acheté c'était le Mavic Mini, donc en fait le Mini 1, première génération, vraiment le tout premier drone DJI de moins de 250 grammes et j'étais parti tout de suite en voyage en Laponie pour faire des premières images avec. Aujourd'hui les drones que j'utilise le plus, il y en a deux en fait, c'est mes deux drones principaux, c'est le R2S et c'est le Mini 3. Le Mini 3 c'est vraiment quand je suis en loisir, en détente, pour faire des petits plans comme ça assez rapidement, même pour des vidéos YouTube. Donc je m'en sers quand même très souvent, c'est même peut-être lui que j'utilise le plus. Le R2S, lui, c'est quand je veux faire des projets un peu plus spécifiques et notamment des projets où il faut que j'ai un drone un peu plus performant, le capteur 1 pouce, le D-Log, des plans en Active Track par exemple. Voilà, les deux sont vraiment très complémentaires. C'est vraiment ces deux appareils-là que j'utilise. Question de MyDJI qui me demande quel drone j'ai, donc ça j'y ai répondu, et surtout quel drone je recommande pour l'été, sachant qu'il a par exemple un Mini 2 SE. Alors pour l'été, moi très clairement les drones que je recommande, ce sont les Mini 3 et les Mini 4, donc Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro. Ça c'est vraiment les drones idéaux pour l'été, ils sont petits, moins de 150 grammes, donc pratique pour le transport, pratique également pour la réglementation dans certains pays. Voilà, c'est facile en fait de voyager avec. Et surtout, pour l'été, quand il y a énormément de touristes, etc., les Mini 3 et les Mini 4, à la différence des drones plus entrée de gamme que eux, un petit moustique qui passe sur mon nez, c'est agréable. Oui, à la différence des drones qui sont plus entrée de gamme, donc les Mini 2 SE, etc., et les drones qui sont plus haut de gamme, les R et les Mavic, les Mini 3 et les Mini 4, ils sont beaucoup plus silencieux. Et quand tu voyages dans des endroits assez touristiques et tu ne veux pas déranger les gens, etc., un drone silencieux, c'est plutôt pratique, c'est assez confortable. Ensuite, question de Maxime qui me demande pour toi quel serait le drone parfait et qu'est-ce que tu penses que DJI va rajouter sur le Mini 4 par rapport au Mini 3. Alors le drone parfait, j'en ai fait une vidéo très récemment ici. Mon drone parfait pour moi c'est un R2S un peu plus pratique, une autonomie plus grande, des capteurs à 360, un drone peut-être également plus silencieux. Voilà, je te relaisse aller voir ma vidéo là-dessus. Par rapport au Mini 4, dans cette même vidéo j'en parle également. Le Mini 4 en fait moi c'est un drone qui m'intrigue un peu, enfin c'est une hypothèse de drone qui m'intrigue complètement parce que je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait rajouter de plus par rapport au Mini 3 étant donné que ce qu'a apporté le Mini 4 Pro par rapport au Mini 3 Pro c'est tout ce qui concerne le Pro. Effectivement, j'en parlais dans cette vidéo, normalement en fait tu t'alignes Mini 4, Mini 4 Pro, c'est à peu près les mêmes fiches techniques et sur la version Pro tu rajoutes tout ce qui est Active Track, tout ce qui est capteur d'obstacles, le D-Log, etc. En fait ces modes-là, c'est eux qui ont été updatés par rapport au Mini 3 Pro sur le Mini 4 Pro. Et donc si tu pars du Mini 4 Pro, de cette base-là, que tu enlèves les capteurs 360, le D-Log et l'Active Track, en fait donc tous ces modes-là qui seraient spécifiques au Pro, tu retombes sur un Mini 3 tout simplement. Donc je suis quand même très curieux. De toi à moi, je suis même pas certain qu'ils vont sortir un Mini 4. Si ça se trouve, ça va être un petit peu chelou. Il y aura un Mini 4 Pro, mais pas de Mini 4. Ça serait parfaitement logique. Alors peut-être qu'en réalité, il est déjà quasiment fini, Mini 4, qu'il y a déjà des personnes qui l'ont, etc. J'en sais rien. Mais je suis assez intrigué. Je vois pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus. Ils peuvent rajouter le mode HDR, vraiment le dernier mode HDR du Mini 4 Pro sur un Mini 4. Ça, c'est OK. Ils pourraient pourquoi pas mettre le D-Log s'ils ont envie de rendre accessible le D-Log dès la gamme des Mini tout court. Mais en dehors de ça, je suis pas bien certain qu'il y ait grand chose à rajouter par rapport au Mini 3. Donc ouais, le Mini 4, je sais pas trop en réalité si ça va sortir. Je sais qu'il commence à avoir des fuites sur un R3S. Enfin voilà, c'est des premières fuites, je sais pas si elles sont encore très crédibles, etc. Un R3S qui pourrait avoir deux caméras et pourquoi pas une caméra qui aurait un capteur 1 pouce. Ce que beaucoup de gens espèrent en fait depuis le R2S. Pour l'instant, on n'a encore pas beaucoup d'informations là-dessus.
on verra. Un R3S avec un petit capteur 1 pouce, bah en fait c'est un petit peu ce que je demande. Donc de toi à moi, je serais un petit peu intéressé quand même. Deux questions de Super Yananas et de Yoxo qui me demandent grosso modo si on a atteint en fait une forme de plateau, de plafond technologique sur les drones de loisirs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus en fait sur les nouveaux appareils qui vont sortir? Est-ce que l'intelligence artificielle serait une solution également? Alors oui, moi je pense que pour les drones de loisirs, que pour de loisirs, hein, pas pour le monde pro. Le monde pro peut toujours bouger pas mal vite. Ça se dit pas mal vite. Pour le drone de loisirs, je pense effectivement qu'on a atteint un plafond. Non pas que les marques vont arrêter de proposer des trucs, mais pour l'usage des gens, je pense qu'en fait, on a ce qu'il faut. Depuis le Mini 3 Pro, pour moi, ben en fait, on a ici le premier drone qui est sorti, qui était petit et qui avait tous les modes assez polyvalents d'un drone, donc Active Track, capteur 360, hyperlapse, etc. Voilà, à partir du Mini 3 Pro, bah en fait ouais, je crois qu'on a un petit peu contenté la plupart des gens. On peut toujours rallonger les batteries, on peut toujours faire des drones plus silencieux, on peut toujours améliorer l'Active Track. Voilà, tu peux toujours le rendre de plus en plus performant, histoire que l'Active Track commence vraiment à faire des suivis automatiques très bons, limite exploitables pour des plans beauty, pour les plans cinématiques, mais aucune grosse révolution non plus. En ce moment, la dernière grosse évolution de DJI, on va dire, c'est le fait d'avoir plusieurs caméras sur un même drone. Effectivement, pour le milieu assez pro ou semi-pro, c'est assez pratique. Mais pour le milieu du loisir, je crois pas que ce soit indispensable non plus. Qu'est-ce qu'il pourrait rajouter? L'intelligence artificielle, effectivement, pour tout ce qui est reconnaissance, mode de prise de vue automatique, où en fait tu n'as plus rien à faire, où le drone va peut-être, ça se trouve, décoller tout seul, faire des plans tout seul, réatterrir tout seul, un petit peu comme les master shots, mais en beaucoup plus performant et pertinent. Pour le milieu du pro, là, l'intelligence artificielle va énormément changer les choses, pouvoir détecter des personnes, notamment pour les secouristes, pour les pompiers, etc. Pouvoir faire de la planification 3D limite en temps réel, etc. Là, il y a des choses à faire. Ensuite, on verra ce qui en découle pour le milieu du loisir. Je t'avoue, comme ça, moi j'ai un peu l'impression que pour le milieu du loisir, on a un petit peu atteint ce qu'on souhaitait. Je trouve que le truc qui serait vraiment incroyable dans le futur, c'est qu'ils arrivent à pondre des drones qui ne fassent quasiment plus de bruit. Là, ça changerait quand même pas mal de choses au niveau de l'image du drone pour les gens. Si tu as un appareil qui fait plus de bruit, en fait, tu ne déranges plus du tout. Il suffit juste de le faire décoller un petit peu loin des personnes. Il capte même pas qu'il y a un drone qui décolle. Ensuite, une fois qu'il est dans les airs, personne ne le voit. Et là, pour le coup, ouais, ça serait quand même carrément pratique. Un drone complètement silencieux, ça redonnerait quand même une bonne image de ce monde-là par rapport aux gens qui sont un petit peu dérangés par le bruit. Ensuite, petite série de questions un peu plus personnelles de RMLCC et Olivier Moine, c'est beaucoup plus facile, qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, est-ce que je vis à 100% du télépilotage et comment ça se passe dans ma vie de vidéaste monteur pro par rapport notamment à ma famille. Alors non, je ne vis pas du tout du télépilotage, même en fait à 0%. Je suis effectivement monteur professionnel, vidéaste, on va dire créateur vidéo de mon côté. C'est-à-dire que je réalise des vidéos pour des clients, essentiellement des tutoriels de montage vidéo, c'est quand même ma spécialité. Voilà, apprendre aux gens à utiliser des logiciels de montage, les former, etc. Ça, c'est la grosse partie de mon taf. Ensuite, eh bien, j'ai également toute ma partie sur YouTube qui représente environ 40-50% de mon activité, un tout petit peu moins que la moitié. Et alors, comment ça se passe par rapport à ma vie de famille? Eh bien, en fait, comme pas mal de freelance, j'imagine, c'est quand même une activité qui permet de dégager du temps libre quand tu as besoin. Tu es flexible au niveau des dates, etc. Donc ça, c'est pratique pour partir en vacances, etc. Quand tu as des rendez-vous pour des choses de ta vie privée, tu peux te dégager 1 heure ou 2. C'est pas comme quand tu es au travail, dans des bureaux, etc. où là, tu as des heures fixes et tu ne peux pas t'en aller quand tu veux. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, par contre, comme n'importe quelle activité comme ça, c'est une activité qui te prend tout le temps. C'est-à-dire que tu es à la fois jamais en vacances et à la fois tout le temps en vacances. Tu es jamais au travail et en même temps tout le temps au travail. C'est-à-dire que je vais travailler le samedi et le dimanche, je vais travailler pendant mes vacances. Même si je travaille pas physiquement en train de faire du montage, en train de tourner une vidéo, je réfléchis H24. Je réfléchis dès que je me lève à 6 h du matin jusqu'à 23 h, etc. Que tu sois en vacances ou pas. Voilà, ça se mélange un petit peu. C'est compliqué de couper réellement. Des fois, j'y arrive un petit peu. Je me dis à 18 h, je ferme l'ordi, tu vois, je le clappe sur mon ordinateur portable. Donc, je fais le geste en fait de clapper l'ordinateur. Comme ça, je me dis, allez, c'est fini. Maintenant, je coupe. Mais comme tu peux en fait en 5 secondes y retourner, régulièrement quand même, genre après manger, hop, de temps en temps, je m'y remets 20 minutes. C'est assez compliqué de bien séparer les deux. Question de Franck qui me demande combien j'ai d'enfants. Eh bien, regarde, ils sont tous présents avec moi. Là, je te présente Thibaut et ici, nous avons Héloïse, de magnifiques enfants. Et ensuite, Romain qui me demande comment en fait le projet de création de boutique de ma compagne m'a impacté dans le rythme de mes vidéos. Effectivement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai fait un petit post à ce moment-là. Ma copine a ouvert un commerce là où on vit
Et effectivement, c'était énormément de travail à faire en amont. C'est d'ailleurs toujours du travail, même une fois que la boutique est ouverte. Eh bien, comment ça se passe? Je fais moitié-moitié, parce qu'en fait, c'est une activité également que je trouve très passionnante, son ouverture de commerce. Et donc, j'ai bien du mal à ne pas m'impliquer dedans. Donc, c'est aussi pour ça que durant les mois là de avril, mai, juin, même un petit peu juillet, en fait, il y a eu un petit peu moins de vidéos, parce que principalement, j'étais occupé là-dessus. Comment ça se passe au niveau du rythme? C'est no life, c'est-à-dire que je travaille de temps en temps pour elle quand il y a besoin. Ensuite, tout de suite, dès que j'ai un moment de pause, je jongle sur mes vidéos à moi. Ça travaille du lundi au dimanche jusqu'à 21h, 22h pour refaire des commandes pour la boutique, pour réorganiser des trucs, etc., pour faire de la communication également pour la boutique. C'est effectivement une question que tu me poses. Est-ce que je l'ai aidé pour faire de la com, des visuels? Oui, c'est pas moi qui fais tout ce qui est graphique parce que je suis pas très bon en graphisme, mais pour tout ce qui est effectivement photos, vidéos, petites vidéos, Instagram, etc., on commence à en faire. Là, c'est moi qui m'en charge. Ça rajoute du travail, mais je t'avoue que ça me passionne complètement. Ça fait beaucoup de choses à faire, pas beaucoup pour voir des potes, etc. Mais c'est un temps en fait donné. Ça va à un moment donné après reprendre un rythme un peu plus normal. Enfin, j'espère. On verra bien. Voilà pour ce qui est par rapport à l'ouverture de commerce de ma compagne qui a ouvert un magasin de jeux de société. Je l'ai même pas dit. Un magasin de jeux de société. C'est très cool parce que du coup, tu as envie de tester tous les jeux qui sortent. Ça, c'est terrible. Tu es rapidement pris par tout ça. Tu dis, oh, vas-y, je testerai bien lui, puis lui, puis lui, puis lui, etc. Voilà. C'est rigolo. J'aime bien. Question suivante. Est-ce que la France va gagner l'euro? Eh bien, écoute, je tourne cette vidéo le 10 juillet. Donc, autant te dire que est-ce que la France va gagner l'euro? Je crois que nos chers amis espagnols se sont chargés de répondre à cette question. Maxime qui me demande si un jour je vais faire un tuto sur le logiciel de montage DJI Lightcut. Oui, je pense que ça va tomber un jour effectivement, un petit tutoriel pour apprendre à monter sur cette application-là, DJI Lightcut. Je ne sais pas si c'est vraiment développé par DJI, mais en gros c'est la petite application de montage qu'ils mettent en avant sur leur site. Ma chaîne étant quand même pas mal spécialisée sur l'apprentissage de montage vidéo sur différents logiciels. Effectivement, ça me semble assez pertinent de vous proposer prochainement un tutoriel là-dessus. Ensuite, Jonas Lecomte qui me dit que il a acheté son premier drone, c'était un Mini 3, très bon choix pour commencer, et il me demande quelle version je conseillerais moi pour évoluer, sachant qu'il adore son Mini 3. En vrai, il faut que tu te demandes pourquoi tu veux évoluer. En fait, est-ce que tu veux un drone qui fasse une meilleure image, qui produise une meilleure image, ou est-ce que tu veux un drone qui soit plus polyvalent? Si tu cherches juste un drone qui est plus polyvalent, pas forcément au niveau de la qualité d'image et que tu veux qu'il reste très compact, dans ces cas-là, le Mini 4 Pro semble te trouver. Si par contre tu veux un drone qui fasse de la meilleure image parce que ton objectif à toi c'est vraiment la qualité d'image, faire des vidéos, etc. Dans ces cas-là, prendre peut-être un Mavic 3 classique, quand même ça représente tout de suite un gros budget, on est quand même sur un gros modèle, etc. Voilà, ça va quand même dépendre un petit peu de tes exigences. Le Mini 4 Pro, ça reste quand même aujourd'hui avec le Mini 3 Pro les drones les plus pratiques, vraiment. C'est polyvalent, c'est de la bonne image, c'est transportable, etc. C'est encore à des prix accessibles. Les drones plus chers, donc R3, Mavic 3, classique, etc. Là, on tape sur des budgets un peu plus élevés, 1500 € quasiment. Il faut se demander si vraiment tu souhaites, parce qu'en fait, tu as des exigences assez poussées, ou si c'est juste occasionnel, et dans ces cas-là, ça vaut peut-être pas le coup. Ensuite, Jekasu, qui me demande si j'ai des conseils de réglage pour la vidéo de nuit ou basse lumière avec le R2S. Alors le R2S n'est pas un drone qui a une ouverture variable, donc tes réglages, en fait, tu n'en as pas non plus 36, tu as les ISO et le shutter. Dans ces cas-là, la consigne, c'est de baisser le shutter en fait le plus possible jusqu'à un certain point. Donc par exemple, si tu tournes en 25 fps, tu peux le baisser jusqu'à 1/50e, on va dire. Et une fois que tu arrives à ce 1/50e, si c'est toujours trop sombre à l'image, dans ces cas-là, tu commences à monter les ISO. Voilà, les ISO, tu les montes en fait en dernier recours. Tu commences par le shutter, ensuite les ISO. Tout simplement parce que le shutter, lui, ne dégrade pas ton image. Au contraire, il peut même t'apporter un peu de flou de mouvement. À la différence des ISO qui lui va te rajouter du bruit. Jack qui me demande est-ce qu'on peut utiliser un masque FPV avec le DJI Mini 1, donc le premier sorti, et si oui, lequel? Alors des vrais masques FPV, à ma connaissance, non, ça n'existe pas pour le Mini 1. Après, je connais pas tout non plus, mais pour moi, non. En revanche, tu as des supports qui existent pour appliquer ton téléphone directement en fait devant tes yeux. Ce sont des masques par exemple qui s'appellent les Magic Mask. Je te remets un petit lien ici ou là si tu veux avoir plus d'informations là-dessus. Voilà, en fait, tu vas vraiment mettre ton téléphone sur tes yeux. C'est pas forcément le truc que je préfère au monde, mais c'est une solution qui existe.
Est-ce que tu penses faire des vidéos plus spécifiques sur l'utilisation des photos vidéo drone pour les réseaux sociaux type Insta, comment adapter les vidéos au format vertical, avec quel outil bosser sur son téléphone? Alors des vidéos pour les réseaux sociaux, je te remets des petits tutos ici à l'image que j'ai déjà fait pour adapter effectivement en fait nos vidéos paysages un petit peu plus en vertical, notamment par exemple en faisant ce split screen comme ça, qui est très pratique parce que ça te permet de mettre vraiment tes images paysages dans un format vertical. J'ai également fait un tutoriel sur le Quickshot Boomerang que je trouve très pratique pour les réseaux sociaux, pour créer des petites stories ou des petits réels. Ce Quickshot là, je te le remontre. Je trouve qu'il passe très bien en vertical comme ça sur Instagram. Pareil, je te remettrai le tutoriel dans la description. Après, quelle application utiliser? Ça va dépendre si tu fais de la photo ou de la vidéo. Si tu fais de la vidéo, c'est un logiciel de montage, enfin c'est une application de montage. Dans ces cas-là, la plus connue aujourd'hui, c'est CapCut. J'en ai fait un tutoriel, je te remets. Il y a d'autres applications qui existent, c'est pas la seule du tout. Ensuite, la photo animalière, ça donne quoi? Est-ce que tu continues? Oui et non, c'est-à-dire que je continue de tenter d'observer les animaux, mais je fais pas beaucoup de prises de vue en réalité. Déjà, effectivement, comme j'ai expliqué juste avant, avec le magasin, etc., ça fait que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai même eu pas du tout de temps durant le printemps où c'était la belle époque pour observer les animaux, notamment les chouettes. J'y suis allé une seule fois là durant le printemps où j'ai pu les observer. Enfin, une seule fois où je l'ai vu, parce que j'y suis allé plusieurs fois, mais une seule fois où réellement je l'ai vu. Mais sinon, les autres observations que j'ai faites, c'est pas avec un appareil photo avec un téléobjectif, c'est avec un télescope. C'est un truc que j'ai testé dans le Cantal. La famille là-bas a un télescope pour observer les étoiles. Et c'est un zoom qui est tellement puissant que tu peux aussi t'amuser très bien à observer des animaux avec. On avait par exemple des fois des renards à 150, 200 mètres. Et bien avec le télescope, j'arrivais à les choper. Alors j'ai pas encore fait de prise de vue, je peux mettre mon appareil photo sur le télescope. Je pense que j'en ferai une vidéo ça parce que c'est assez marrant. Mais il faut que j'ai un petit support, un petit adaptateur en fait pour fixer mon appareil photo sur le télescope. Et à chaque fois que je vais là-bas pour faire de l'observation avec le télescope, j'oublie d'acheter mon petit support. Et une fois que je suis là-bas, c'est trop tard. Et enfin, dernière question de Louis qui me demande est-ce que je pense qu'un jour la France va élargir ses règles à propos de drones, moins de restrictions, moins de zones interdites surtout? Non, je pense pas. Pour te dire la vérité, ça me fait sourire comme question. Désolé. Non, je pense pas qu'ils vont rendre accessibles des zones qui n'étaient pas avant. Peut-être si les drones commencent vraiment à être inaudibles, à la limite ça pourrait vraiment arriver. Les drones aujourd'hui, il y en a de plus en plus, il y a énormément de personnes qui ont un drone aujourd'hui alors qu'il y en avait beaucoup moins il y a quelques années. Donc alléger les règles, ça me paraît un petit peu compliqué pour les autorités. Au contraire, ça pourrait encore un peu plus se durcir, mais je pense en réalité que ça va rester comme ça. Ils ont une réglementation européenne qui est assez aboutie, qui a été mise en place là maintenant, donc j'imagine pas trop une évolution, à moins qu'il y ait beaucoup de conneries qui soient faites et dans ces cas-là, ça va se durcir. Allez, voilà, c'était la dernière question de cette FAQ 2024. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour ceux à qui j'ai pas pu répondre. Il y a certaines questions en fait, j'ai pas répondu parce que tout simplement je n'ai aucune information là-dessus. Par exemple, une personne qui me demandait pour les assurances de drone. En réalité, je n'ai jamais assuré un drone. Je ne veux pas commencer à te dire des bêtises, je m'y connais absolument pas là-dessus. Tu as, je pense, des articles et des vidéos là-dessus, notamment des articles de Studio Sport, j'ai vu. Voilà, n'hésite pas à te renseigner chez eux. Moi, personnellement, étant donné que je l'ai jamais fait, je vais pas commencer à te raconter n'importe quoi. Allez, voilà, je me suis téléporté justement dans la boutique de ma copine pour cette fin de vidéo, le terrier des jeux que vous pouvez un petit peu découvrir derrière moi. Je vous en parlerai plus tranquillement de cette boutique quand le site internet sera à jour, comme ça vous pourrez peut-être commander chez nous si vous souhaitez. Bref, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances si vous partez en vacances, tout ça. Si vous ne partez pas en vacances, bon courage à vous. Voilà, on se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.